Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre troisième live session du Sursaut. Toutes les semaines, nous posons 3 questions à un expert, un acteur de terrain ou une personnalité politique engagée pour faire face aux maux que connaissent nos sociétés. Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de la Shoah, nous avons le plaisir de recevoir Sophie Naoum, réalisatrice du projet Les Derniers, dont je vous propose sans plus attendre de regarder la bande-annonce. On arrive. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Sophie. Entrez. Passer des gâteaux au fromage et des strudels. Mais il fallait pas. Oh, c'est gentil. Moi aussi, j'avais préparé pour vous. Je me souviens plus très bien. Je raconte maintenant, mais personne ne peut comprendre, personne. Dans peu de temps, on sera plus là et c'est vous qui serez le seul en disant « j'ai vu un témoin qui a vécu cette période ». Vous allez devenir le témoin du témoin que je suis. Vous avez de la chance, c'est les derniers que vous prenez là. Je signale à ceux qui nous regardent que vous pouvez retrouver l'intégralité des vidéos, des témoignages et des rencontres sur le site internet lesderniers.org et dans l'ouvrage qui leur est consacré. Et je vous invite aussi à suivre la page Facebook et le compte Twitter du projet Les Derniers. Chère Sophie, notre première question est très simple. Pourquoi ce projet Les Derniers ? C'est une question apparemment simple, mais qui a évidemment de très nombreuses réponses possibles. Il y a plein de choses qui m'ont motivée, en fait, qui m'ont donné envie de faire ce projet. La première, c'est une raison très personnelle, c'est que mes enfants qui ont 6 et 8 ans n'auront pas la possibilité, quand ils seront en âge de comprendre, de poser des questions à un témoin direct, en fait, à un survivant. Et je me suis dit que malgré tous les merveilleux projets qui avaient été faits sur la Shoah, en fait, il manquait d'un outil très simple et très facile d'accès, adapté aux nouvelles générations, en fait. Donc, c'est pour ça que j'ai fait une web-série documentaire de programmes courts qu'on peut consulter sur les réseaux sociaux. Et en fait, l'idée, c'était d'aller leur rendre visite chez eux, dans leur intimité, qu'ils nous montrent leurs photos, leurs souvenirs, en fait, de créer la plus grande proximité possible avec eux, en fait, pour donner envie aux jeunes de rentrer dans la grande histoire par la petite, en fait, par le regard d'un témoin, voilà, et que ça leur donne envie d'aller plus loin. Et puis aussi, ce qui m'a donné envie de m'accrocher et de continuer à faire ce projet, qui est un projet indépendant, hein, que j'ai au départ vraiment mené avec pas grand-chose, c'est en fait de réaliser que ces témoins, s'ils témoignent, c'est évidemment pour la mémoire des disparus, de leurs familles, de leurs proches, mais aussi des millions d'autres, mais qui avaient chez eux aussi une démarche, en fait, très, comment dire, très combattante, en fait. C'est vraiment des combattants contre la haine, en fait. S'ils témoignent à l'âge qu'ils ont aujourd'hui avec tellement de volonté, c'est vraiment pour alerter les jeunes, en fait, pour les mobiliser, pour les faire réagir, pour leur dire jusqu'où la haine mène, en fait. Il y a quelque chose qui est vraiment tourné vers le présent et vers l'avenir. Et c'est vrai que quand j'ai vu que, suite à la tuerie de Mohamed Merah à Toulouse, voilà, la France n'est pas descendue dans la rue, j'ai pensé à ces derniers témoins et j'ai vraiment eu honte. Je me suis dit vraiment, je me suis dit qu'il devait être dévasté de voir qu'on tuait des enfants en France, non seulement ça, bien sûr, mais surtout que le pays ne réagissait pas. Il y a une dame, Lucette, qui m'a dit, moi j'ai vu défiler des cortèges en bas de chez moi et j'entendais par mes fenêtres des cris de mort aux Juifs. Et comme les autres, elle me disait, ce qui me dévastait, c'était pas tant qu'il y ait ces cris, parce qu'il y en aura toujours. C'était que les gens regardaient passer le cortège et en fait ne comprenaient pas que s'ils ne se mobilisaient pas pour ça, enfin contre ça, c'était l'annonce d'un effondrement beaucoup plus global, en fait. Donc voilà, donc j'ai eu envie d'apporter ma petite pierre à l'édifice dans ce combat, qui n'est pas qu'un combat de mémoire. Merci. Alors, ma deuxième question, pour cette question, j'aimerais m'appuyer sur un témoignage en particulier. C'est celui de Nicolas Roth, qui a disparu malheureusement il y a 2 mois.
Et c'est l'occasion d'ailleurs aujourd'hui de lui rendre hommage. Alors Nicolas Roth a passé plusieurs années de sa vie à écrire à la main ce qui lui est arrivé en noircissant des centaines et des centaines de pages. Je vous propose d'ailleurs de regarder un très court extrait de son témoignage. Je me dis que je devrais faire encore plus. Toutes les horreurs qu'on entend jour après jour et les réactions des gens, c'est insuffisant, c'est évident. Mais peut-être, j'espère que ça va mûrir et puis ils vont comprendre de ce qu'il arrive aux autres. Ça peut arriver un jour, si ce n'est pas à eux, mais à leurs enfants, à leurs petits-enfants. Alors, chère Sophie, à la vue de ces images, on aimerait te demander ce qui t'a le plus marqué dans le récit de Nicolas Roth en particulier, et plus largement ce que tu retiens de ces rencontres. J'ai adoré Nicolas Roth, mais comme vraiment j'ai adoré beaucoup d'entre eux. Il y a vraiment quelque chose de très puissant chez ces gens et tous ceux qui les ont rencontrés l'ont perçu. Il y a une humanité comme si le fait d'avoir vu le pire les avait rendus vraiment, voilà, ça leur a donné une lucidité absolument folle, une empathie, quelque chose de très fort qu'on voit dans cet extrait de Nicolas Roth. Ce qui est bouleversant, c'est que lui, comme beaucoup d'autres, ont cru qu'au moins ça servirait à quelque chose, qu'au moins il y aurait de tout ce malheur naîtrait une forme de prise de conscience, de quelque chose qui se passerait. Et en fait, il est décédé depuis, et ce qui le bouleversait, comme il le dit, c'est d'avoir l'impression que ça n'a servi à rien, que lui a fait tout ce qui était en son pouvoir pour décrypter, raconter la machine nazie jusqu'où l'homme avait été dans les rouages, dans l'industrialisation de la mort, voilà, essayer d'alerter les gens et de leur faire prendre conscience que ce qui était arrivé pouvait advenir à nouveau, que ce n'était pas une humanité différente de la nôtre, que c'était des mécanismes qui étaient encore à l'œuvre, en fait. Et il était bouleversé de voir qu'il n'avait pas réussi, quoi. Et c'est terrible. C'est terrible de voir ces gens comme Armand Bulva qui monte sa veste de déporté et qui me dit « j'ai gardé ça pour qu'on me croie sur parole ». En fait, comme si c'était son combat à lui de prouver que ça avait eu lieu et qu'il fallait comprendre. Et voilà, ils ont vraiment envie. On ne pourra jamais comprendre ce qui leur est arrivé, on ne pourra jamais l'approcher. Moi, j'ai entendu des dizaines de récits et plus j'en entends, plus je me sens loin et incapable de comprendre ce qu'ils ont vécu. Mais eux avaient en tout cas l'espoir que ça nous réveillerait. Voilà. Et en fait, ils sont dévastés de voir que non. Et ça, c'est terrible à entendre. Merci Sophie. Alors, notre dernière question, et c'est celle qu'on pose à tous nos invités, est la suivante. Si tu passais aujourd'hui 5 minutes avec le président Macron et qu'il te demandait comment, selon toi, cette histoire de la Shoah peut et devrait guider notre action collective mais aussi individuelle, alors qu'est-ce que tu lui répondrais? Alors, j'ai pas du tout de conseils à donner au président Macron. Je suis personne pour le faire. Je suis pas experte, je suis pas historienne, je suis pas prof. J'ai une petite expérience empirique, voilà, de terrain, c'est tout. Donc, la seule chose que je pourrais lui dire, c'est d'écouter les témoignages des derniers. D'ailleurs, que ce soit récolté par moi ou par d'autres, ça n'a pas d'importance, évidemment, mais de les écouter parce que c'est vraiment des héros et qu'on manque de héros comme eux. Alors, l'héroïsme, c'est pas d'avoir survécu à Auschwitz. La survie à Auschwitz, c'est 2%. Ils étaient voués à une mort certaine. Ça, c'est un miracle. Ils ont été très courageux, mais ils étaient voués à une mort certaine. Là où ils ont été héroïques et où ça n'a, à mon avis, jamais suffisamment été souligné, c'est qu'après la guerre, ils sont sortis du Lutetia avec un ticket de métro. Ils ont pris le métro. Ils n'avaient, pour la plupart, plus de maison, plus de famille, plus d'argent, plus rien. Victor Peraya dit « on est reparti de moins que rien ». Parce qu'en plus, avec toute la douleur physique, ils pesaient 30 kilos, ils étaient traumatisés, ils avaient vu des morts par milliers. Et ils ont construit une vie après ça, avec élégance, avec courage, avec force, sans se positionner en victime, sans être vindicatif, avec une élégance folle. Et je trouve que ces gens qui sont des victimes absolues, qui ne se positionnent jamais en victime, ils imposent le respect, ils nous obligent, et je pense que ce serait vraiment salutaire que les jeunes les entendent un peu plus.
Merci beaucoup. Merci Sophie Naoum pour ces réponses. Avec Merci à plaisir. tous ceux qui nous ont écoutés et je vous dis à la semaine prochaine.